Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans cette vidéo de cristallographie où nous allons nous intéresser à une maille particulière, la maille hexagonale. Alors avant de traiter ça, on avait revu tous les concepts généraux de la cristallographie, les notions de population, de compacité, de coordinance, etc. On s'est intéressé à la maille cubique face centrée dans laquelle on a mis en évidence l'existence de sites octaédriques, tétraédriques, ce qu'on appelle les sites interstitiels, ce qui nous a permis d'évoquer la maille diamant, dans laquelle cristallise notamment le diamant, donc à l'aide du carbone. On a vu également des cristaux ioniques, et on s'intéresse ici à une autre type de maille qui concerne également le carbone, mais ici sous forme de graphite, donc les mines de crayon. C'est la maille hexagonale. Donc, cette maille est intéressante puisqu'elle n'est pas cubique, donc c'est l'occasion de la traiter. On va s'appuyer ici sur un sujet central MP 2017, où après avoir étudié le diamant, on étudie la maille hexagonale du graphite. Alors, cette maille n'est pas explicitement au programme, mais rien n'interdit à un sujet de concours de vous la représenter, de vous donner toutes les choses que vous devez savoir dessus pour pouvoir la traiter. Ceci dit, c'est quand même bien de l'avoir vue une fois avant, parce que vous allez voir qu'elle n'est pas toujours simple à décoder, et donc c'est l'intérêt ici de cet exercice, c'est de faire une première prise de connaissance avec cette maille. Donc dans le paragraphe 4C du sujet central MP 2017, on s'intéresse à la structure du graphite. Donc le graphite, c'est une des formes solides du carbone. Vous connaissez la forme diamant, et dans les mines de crayon, c'est la forme graphite, et donc elle est constituée de plans d'atomes de carbone superposés. Donc vous voyez en bleu ici, il y a une première structure de plans, un premier plan, et puis en rouge derrière un deuxième plan, et on a alors, un peu en quinconce comme ça, et cette superposition de plans les uns sur les autres qui forment le graphite, et qui va être notamment responsable de sa structure très friable. Alors, on nous donne ici la représentation, donc vous voyez avec des hexagones comme ça, hein, donc d'où le nom de maille hexagonale qu'on va voir par la suite. Donc vous avez cette représentation ici, et vous avez la maille associée. Alors on reviendra un petit peu après sur le lien entre les deux, parce qu'il n'est pas forcément évident, le lien direct entre ces deux représentations. Mais dans un premier temps, on nous demande de déterminer la population de la maille, c'est-à-dire le nombre d'atomes en propre par maille, et pour faire cette question-là, finalement, on n'a pas tellement besoin de voir le lien entre les deux représentations. On va compter le nombre d'atomes présents dans la maille, donc on va déjà regarder les atomes au niveau du sommet. Donc vous avez 8 atomes au niveau des sommets de la maille, mais qui sont partagés entre 8 mailles, hein, donc les 8 mailles autour de ce sommet, donc ils vont compter en fait pour un atome, la somme de ces 8 atomes compte en fait pour 1. Ensuite vous avez des atomes ici, 1, 2, 3 et 4, qui sont au milieu d'une arête, et eux qui sont partagés entre 4 mailles, et donc leur somme va compter pour un atome en propre. Il nous reste ici 2 atomes sur une des faces de la maille. Chacun de ces atomes est partagé entre 2 mailles, donc compte pour 1,5, ce qui va donner encore un atome supplémentaire dans la maille. Et il reste cet atome qui lui est seul et partagé dans une seule maille, enfin appartient seulement à la maille représentée, donc il compte pour 1. Et ce qui fait qu'au total, nous avons donc 4 atomes par maille, c'est la population de la maille présentée. Dans la deuxième question, on nous donne la densité du graphite, enfin un encadrement de la densité du graphite, donc on va pouvoir trouver sa masse volumique, et on nous demande d'en déduire la distance entre deux feuillets qui se superposent, donc ici entre le feuillet bleu et le feuillet rouge. Alors là, il est clair qu'il va falloir faire des calculs de masse volumique, et on sait que la masse volumique, c'est la masse d'une maille sur le volume d'une maille. Donc on va s'intéresser à la maille. La masse de la maille, c'est sa population, c'est-à-dire 4 ici, ce qu'on a déterminé dans la question précédente, fois la masse d'un atome, mais la masse d'un atome, c'est la masse molaire d'un atome de carbone divisé par le nombre d'Avogadro. Reste à trouver le volume de la maille. Et alors là, c'est moins simple, puisqu'on a une structure peu évidente. Alors,
Bon, pour l'instant, on ne sait pas trop, il faut qu'on comprenne un petit peu mieux la structure de cette maille, et notamment qu'on analyse davantage le texte qui est présenté ici, où on vous dit que les carbones, ici, donc si je prends ce carbone, il a une géométrie trigonale, comme ça, avec des longueurs de liaison, donc c'est cette distance-là, la longueur de liaison, entre cet atome-là et cet atome-là, qui est de 141 picomètres, je la note L, et les angles ici sont de 120 degrés. Alors, il faut comprendre comment, à partir de ces informations-là, je peux avoir des informations sur cette structure-là. Et il faut comprendre à quoi correspondent les 4 atomes qui sont ici, et puis ce 5e atome-là. Déjà, on sait qu'on a un empilement de plans. Donc, par exemple, le plan bleu, celui-là, ça va correspondre au plan A. Le plan rouge, que je vais représenter en rouge ici, qui est en dessous, va correspondre au plan B, et puis il y aura à nouveau un plan bleu en dessous, donc on a cette structure d'empilement ABA qu'on retrouve bien, et on s'aperçoit que donc nous, la longueur inconnue, c'est celle-ci, puisqu'on nous demande la distance entre deux feuillets. Donc déjà, en analysant la structure, on s'aperçoit qu'en fait, cette figure-ci, quand on la regarde depuis le haut, on doit voir ça. Donc déjà, comprendre ça nous permet de voir que notre inconnu, c'est ici, donc je vais nommer C, la hauteur de la maille, et donc notre inconnu, c'est C sur 2, et on voit bien qu'elle va intervenir, cette inconnue, dans le volume de la maille. Pour exprimer ce volume, il nous faut davantage comprendre maintenant la structure de la maille, et notamment comprendre ces 5 atomes du plan A, à quels atomes ils correspondent dans la représentation à gauche. Alors considérons par exemple cet atome-là. Alors cet atome-là, c'est un des atomes du plan supérieur, donc considérons que c'est celui-là. Il nous faut comprendre à quoi corresponded ces deux atomes-là. Naturellement, on pourrait être amené à penser que ce sont les deux voisins les plus proches, mais on s'aperçoit déjà qu'il y a des choses un peu étonnantes, c'est-à-dire que l'angle ici entre les deux de 120 degrés ne semble pas être cet angle-là, à moins vraiment que la représentation soit mal faite, mais il semblerait pas que ça corresponde à ça. Et puis on aurait du mal à comprendre dans ce cas-là, cet atome-là, où est-il? Puisqu'on voit bien que dans le plan bleu, on ne trouve pas l'équivalent de cet atome-là. Donc il est clair que les deux atomes voisins ici, celui-là et celui-là, ne sont pas celui-là et celui-là. Et c'est ça le piège en fait de cette structure, c'est de bien comprendre que en fait cet atome-là et cet atome-là sont plutôt celui-là et celui-là. Et vous voyez, si vous voyez ça, vous apercevez que cette distance-là, que je vais nommer petit a, c'est cette distance-là. Et donc là, la maille est beaucoup plus évidente si vous la voyez comme ça. Donc là, je vais noter, voilà, on a ici encore la distance A, a priori. Si vous repartez dans la distance A, vous trouvez tout de suite quel est cet atome, c'est celui-là. Donc, la maille que nous étudions, la voici. Et là, si vous avez vu ça, vous trouvez tout de suite à qui correspond cet atome-ci, c'est celui-ci. Donc voici où est la maille représentée. La face supérieure, ce sont ces 5 atomes. Et ça va nous permettre de calculer le volume de la maille, puisque ce qu'on peut dire, c'est qu'on a en bas un parallélogramme de côté A, et ensuite on a une hauteur C pour le volume de la maille. Autrement dit, le volume de la maille, ce sera C fois l'aire du parallélogramme de côté A, que je hachure ici, et l'aire d'un parallélogramme, c'est aussi la norme du produit vectoriel des deux vecteurs qui forment le parallélogramme, donc ce vecteur-ci fois ce vecteur-ci. Donc si j'appelle ce vecteur-ci V et celui-ci U, c'est la norme de U vectoriel V. Mais la norme de U vectoriel V, c'est aussi le produit des normes de U et de V. Donc c'est-à-dire ici, C fois, alors la norme de U c'est A, la norme de V c'est A, et fois le sinus de l'angle entre les deux. Donc cet angle, je le note A ici. Donc on l'a représenté
comme ceci, c'est aussi cet angle-ci, et si vous regardez bien, vous avez ici une structure de triangle équilatéral qui nous permet tout de suite de voir que θ est de 60 degrés. Et donc, ici, on connaît donc le volume de la maille en fonction de C et de A. C, c'est notre inconnu. Le volume de la maille, nous allons pouvoir le relier à la masse de la maille et à la masse volumique de la maille, mais il nous faut connaître A pour boucler notre système d'équations. Alors, pour trouver A, effaçons un petit peu nos schémas. A, c'est la distance entre cet atome-ci et cet atome-ci, où voilà, c'est le côté de ce triangle équilatéral. Et le problème, c'est que l'énoncé ne nous le donne pas, mais l'énoncé nous donne cette longueur-ci, qui est L. Vous voyez, là, vous avez un triangle de côté L, de côté L, et ici, de côté A. Eh bien, je vais redessiner ce triangle pour trouver la relation entre A qui est ici et L que nous avons de chaque côté. Donc, descendons un petit peu. Nous avons donc deux liaisons de longueur L, un triangle isocèle, et ici, une liaison de côté A. Enfin, une longueur de côté A qui correspond à un des côtés de la maille. Ici, l'énoncé nous disait que cet angle-là valait 120 degrés. Comme le triangle est isocèle et que la somme des angles dans le triangle doit faire 180 degrés, on en déduit qu'ici, l'angle vaut 30 degrés. Eh bien, maintenant, on va juste considérer ce triangle rectangle ici. Donc, je dessine la hauteur dans ce triangle. Et donc, imaginons un triangle ici, A, B, H. Et dans ce triangle ici, je peux écrire, ce qui va être intéressant, c'est le cosinus de l'angle de 30 degrés, qui va valoir le côté adjacent, c'est-à-dire la longueur AH, c'est aussi A sur 2, divisé par l'hypoténuse, qui est L, donc A sur 2L. Ce qui me permet d'écrire que A, c'est 2L cosinus 30 degrés, et j'en déduis donc que le volume de la maille est égal à, donc, C fois 4L carré cosinus carré de 30 degrés fois le sinus de 60 degrés. À partir de cette expression, on peut remplacer les cosinus et les sinus par leur valeur et obtenir donc l'expression synthétique du volume de la maille, qui ne dépend que de la longueur L des liaisons que nous connaissons et de C que nous cherchons. On utilise ensuite la relation donnée par la masse volumique du graphite. On connaît sa densité, donc la masse volumique c'est la densité fois la masse volumique de l'eau, et on a étudié un petit peu plus haut l'expression de la masse volumique du graphite. Donc la voici ici, on va injecter l'expression du volume de la maille dedans, et on peut donc isoler C sur 2, qui est ce que nous cherchons, qui est la distance entre deux plans du graphite, qui vaut l'expression donnée ici. Nous connaissons un encadrement dans l'énoncé de la densité D du graphite, et donc on peut en déduire l'encadrement de C sur 2, donc de la distance entre deux plans, qui est entre 346 picomètres et 369 picomètres. Donc voici la réponse attendue. Et donc pour commenter un petit peu ce résultat, voici le graphite. Donc ici une distance de l'ordre, on va dire, de 350 picomètres, d'après ce que nous venons de voir, qui est grosso modo nettement plus élevée que la distance L qu'on avait un peu plus haut, et qui était de l'ordre de 141 picomètres. Donc plus de 2 fois la distance entre les feuillets est plus de 2 fois la distance entre deux atomes. Alors ça s'explique par le fait que la liaison entre deux atomes est de type liaison covalente, alors que la liaison entre deux feuillets, entre les atomes de deux feuillets, va plutôt être une liaison de type Van der Waals, une liaison faible, et qui possède donc une longueur de liaison plus grande. Et c'est ce qui va expliquer qu'en fait les feuillets, les uns par rapport aux autres, peuvent glisser, et en fait on peut détacher un feuillet ici par rapport à un autre. Et alors un feuillet simple, on appelle ça du graphène. Et donc ces feuillets pouvant se détacher les uns par rapport aux autres, parce qu'ils sont liés par des liaisons intermoléculaires
plus faibles que la liaison covalente, donc des liaisons de type Van der Waals. Ça explique la friabilité du graphite. Dans une maille diamant, donc l'autre phase possible du carbone à l'état solide, toutes les liaisons sont des liaisons covalentes, c'est pourquoi le diamant lui est beaucoup plus dur. Donc vous voyez l'étude de la structure atomique des édifices carbone, carbone graphite ou carbone diamant, nous permet de revenir à des propriétés macroscopiques en termes de dureté ou de friabilité. Pour l'anecdote, une des manières qu'on a trouvées historiquement pour isoler des feuillets de graphène, c'était à l'aide de scotch. On détachait des feuilles de graphène à partir de graphite, de mines de crayon à papier. Donc vraiment pour illustrer que ces liaisons, elles sont relativement faibles par rapport aux liaisons covalentes.